Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la première étape du Dauphiné. Alors, ça arrive avec beaucoup de retard, parce que la première étape du Dauphiné, c'était dimanche, il est mardi. On est mardi, donc c'est vrai que petit peu de retard, désolé. La dit que derrière, je ne suis pas chez moi. Je suis encore pas chez moi pendant quelques jours. Donc, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette étape. Top, flop, comme d'habitude, du côté des courses World Tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok Short, juste après l'arrivée des grandes compétitions. Donc en ce moment, c'est un petit peu calme malgré le critérium du Dauphiné. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie sincèrement les gens qui le font. Et puis, vous pouvez également vous abonner, mettre la petite cloche et plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus la vidéo est mise en avant rapidement sur YouTube. Donc ça soutient également énormément mon travail. On commence tout de suite avec ce Dauphiné. Donc première étape, une étape qui était assez calme, on va bien pas se mentir, jusque dans le final. On avait une échappée qui était partie assez vite dans cette journée. Échappée, on avait notamment Mathis Lebert de Arkea, on avait Marc Donovan à l'intérieur. Les deux coureurs qui n'auront jamais une grande avance, hein, il faut bien le dire, contrôlée sous la houlette de la Lidl Trek et de la Decathlon qui se partageront le travail, hein, absolument pas aidé par les autres formations, sauf dans le final un petit peu Ineos sur la dernière partie de course. Pas grand chose à part une petite chute voilà, de Vergalito, mais c'est vrai que jusqu'à ce moment-là, il ne va pas se passer, enfin une petite chute, un petit problème technique pour Vergalito. Il y aura une chute pour Kenny Elissonde notamment dans le final de cette étape, mais tout le monde va finir dans le temps du vainqueur. Et ça, c'est important de le signaler, sauf deux coureurs qui ont abandonné. Et puis dans le final, eh bien, à 13 km de l'arrivée, on va avoir une attaque avec Nils Politt, avec Mark Waller notamment. Mais les deux coureurs seront repris assez vite malgré une grosse accélération. Et puis ensuite, un sprint particulier. Tout d'abord parce que Decathlon et Lidl n'avaient plus grand monde pour contrôler. Et donc ce qui fait que c'était Ineos qui faisait le tempo, qui a repris notamment Nils Politt et Mark Waller. Et puis surtout parce qu'on était vraiment sur du faux plat descendant. C'est-à-dire qu'on a eu des passages où on dépassait les 95 à 100 km/h, sauf que c'était un peloton groupé. On n'était pas dans une descente de col, donc c'était assez touchy. Et dans le final, tout simplement, Pedersen est mieux emmené que la Decathlon. Un Decathlon prend le manche à 2 km de l'arrivée, c'était un peu tôt, tout simplement. Et ce qui fait que du côté de la Lidl Trek, on va mieux s'en sortir. Ce qui va faire la différence entre Pedersen et Bennett, c'est que Pedersen lance en premier. Et comme il lance très tardivement, Bennett n'arrivera jamais à le sauter sur la ligne. Oui, comme je disais, il n'y a pas que RCS qui est capable de mal organiser une course, c'est le cas également du Dauphiné et donc de ASO. Le final était beaucoup trop dangereux. Beaucoup trop dangereux ce final, parce qu'on était que sur du faux plat descendant. Donc on était sur des très grosses vitesses. Il n'y avait pas, la bosse était quand même loin de l'arrivée. En plus, il n'y a pas eu un gros tempo, mais c'était pas comme avec la situation du Capot Mêlé. On savait qu'avec une bosse à 4-5 km de l'arrivée, ça allait monter vite. Donc peut-être que certains sprinteurs allaient avoir du mal à tenir la cadence. En plus, on était sur des routes qui étaient extrêmement larges. C'est-à-dire qu'on était sur des routes qui devaient dépasser à certains moments les 11-12 mètres de large. Donc c'était vraiment énorme. Et le revêtement n'était pas exceptionnel, notamment sur la ligne d'arrivée. Mais même avant, il y avait un revêtement qui avait un petit peu subi quoi, ce revêtement. Et je trouve que c'était très dangereux de faire une arrivée en faux plat descendant à cet endroit-là, surtout que la ligne d'arrivée était juste avant une courbe. Donc vous aviez une ligne d'arrivée sur un sprint en faux plat descendant, une courbe juste après, donc il fallait virer extrêmement rapidement. Donc ça, on sait que ça peut être très dangereux. Surtout comment sont placés par exemple les photographes à l'arrivée, ça peut être vraiment un souci. Et puis en plus, le revêtement n'était pas exceptionnel. Il y avait notamment de la peinture
au sol de la peinture rouge pour signifier un couloir de bus ou une allée pour vélo et une piste cyclable. Et ça, c'était très très dangereux aussi. Donc on a cumulé les éléments dangereux les uns à côté des autres. Et puis, premier jour de course. C'est que premier jour de course, tout le monde est frais. Donc ça risque de jouer des coudes et ça arrête vraiment beaucoup jouer des coudes malgré le fait que c'était le Dauphiné qui a un peu moins de sprinters. Parce que sur le Dauphiné, ce qu'il faut savoir, c'est que certes, il y a un peu moins de sprinters, mais il y a des mecs qui vont tenter de jouer la gagne, qui vont tenter de jouer le sprint alors qu'ils ne sont pas habitués toute l'année à faire des sprints. Et donc ça crée des situations qui peuvent être très 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 dangereuses. Donc notamment, il y a un coureur de la DSM à un moment qui se retourne. J'ai oublié de noter qui c'était le coureur de la DSM. Team DSM. Je pense à être le petit Merkel qui se retourne pour voir où est son sprinter, mais il se retourne à 85 à l'heure et là ça aurait pu faire strike à ce moment-là. Donc il y avait vraiment, je trouve qu'ASO a pris d'énormes risques sur cette étape, arrivé en faux plat descendant avec des routes très larges. Pas mal de vitesse, un revêtement pas incroyable, premier jour de course, ça fait quand même beaucoup. Je pense qu'on aurait peut-être pu arriver à un autre endroit dans 5% sur Sioule. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! On regarde tout de suite les coureurs au top. Bien entendu, Mats Pedersen. Oh bah, il n'a pas perdu la main malgré une petite période de repos. Il a dit qu'il n'a pas fait de stage en altitude, Pedersen. Il a été chez lui, notamment avec ses proches, avec sa famille, parce qu'on sait que ça lui avait manqué à un moment à Mats Pedersen. Il avait même décidé de ne pas faire les championnats du monde, je crois, en Australie, pour cette raison, pour rester auprès de sa famille. Je crois qu'il a un enfant, Pedersen, donc c'était très, très important pour lui. De pouvoir rester au plus proche de sa famille avant une période qui va être compliquée parce que avec à la fois les Jeux Olympiques, à la fois le Tour de France, vous savez qu'il va enchaîner pas mal de jours loin de chez lui. Et sur ce premier sprint, eh bien, il n'y a pas eu vraiment de grandes difficultés. Il a réussi à très très bien s'en sortir Mats Pedersen et on voit que cette année il est quand même sur un très très bon niveau. C'est vrai que la Lidl Trek pourrait peut-être aller chercher le maillot vert, pourrait peut-être aller chercher les 3 maillots de classement par points sur les 3 grands tours. Ça pourrait être l'objectif de cette formation parce qu'il fera également la Vuelta, Mats Pedersen, et pour le moment il est quand même très très costaud. Alors certes il y aura Philipsen, mais bon, est-ce que Philipsen, alors c'est la grande question, c'est qu'est-ce que Philipsen ou Pedersen finiront le Tour de France, mais ça peut être vraiment un courant, un vrai opposant à Jasper Philipsen, parce que cette année il est quand même sur un très très gros tempo, 24 jours de course pour Philipsen. Alors il enchaîne les victoires cette année. C'est vrai que il est vraiment sur un top niveau quoi, sur ces courses-là. Donc non, il arrive vraiment à tenir la cadence. Et là, c'est très très intéressant pour lui au niveau de sa saison, de réussir à relancer après une période de pause. On aurait pu se dire ça va être peut-être un peu plus compliqué cette année, mais 8 victoires, c'est vraiment du costaud. Et malgré le fait qu'encore une fois, il n'a que 24 jours de course dans les pattes, qu'il n'avait pas couru depuis Paris-Roubaix. Ça faisait partie des coureurs qui avaient décidé de faire ces quasiment 2 mois de pause. Et puis ensuite, il va assez peu courir. Il fera le Dauphiné, puis ensuite le Tour de France. On le sait, c'est le cyclisme moderne qui veut ça. Maintenant, on court beaucoup moins qu'il y a 10 ans, 15 ans, où vous pouviez retrouver assez facilement des coureurs à plus de 80 jours de course. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, déjà, vous avez quasiment plus le droit de faire plus de 80 jours de course. Le maximum, c'est 85 du côté de l'UCI. Et puis, on s'aperçoit que maintenant, on passe beaucoup plus presque de temps en stage qu'en course.
notamment du côté des leaders. Et ça, c'est le cas du côté des leaders de la montagne, mais également du côté des leaders du sprint. Et Mats Pedersen fait partie des leaders du sprint et se retrouve donc dans cette situation-là à très très peu courir, hein, il faut bien le dire, Mats Pedersen. Donc c'est assez intéressant de voir ce genre de choses. On poursuit du côté des coureurs top. Eh bien, avec Hugo Page, c'est bien pour Hugo. C'est un résultat qu'il fallait lui faire du bien. Année un petit peu compliquée hein, pour le moment pour Hugo Page. Hein. C'est vrai que c'est pas forcément une année facile pour le coureur d'Intermarché. Mais là, il a sorti un grand résultat. Et c'est vrai qu'il était dans une dynamique qui n'était pas très bonne hein, sur la première partie de saison. On l'avait vu au Trofeo Calvia 8e, 5e au Grand Prix de Denain. Et sinon, ça avait été quasiment ses seuls gros résultats. Lui, il n'a pas vraiment fait de pause. Il a fait un mois de pause en avril. Il a repris en mai, avec notamment le Trobro-Léon où il abandonne, le circuit de Wallonie où il fait 11e. Donc, les résultats au mois de mai n'étaient pas exceptionnels. Alors, il a aussi souvent fait le travail d'équipier hein, pour d'autres leaders, Hugo Page. Et puis là, il arrive à prendre une belle troisième place ici sur cette première étape, derrière quand même des coureurs qui sont pour le moment sur un sacré tempo. Donc ça, c'est très intéressant. Et pour Hugo Page, c'est important parce que on ne sait pas si Guilhermet fera le Tour de France. Normalement, il est prévu pour le Tour de France, mais il s'est blessé. Gerben Tyson, il reviendra de blessure, donc on ne sait pas trop quel sera son niveau aux Belges sur ce Tour de France. Et c'est vrai que Hugo Page pourrait profiter de cette situation pour aller chercher, pourquoi pas des sprints. Si par exemple Guilhermet ne peut pas faire le Tour de France, et bien sur les sprints dans des étapes un petit peu difficiles, Hugo Page pourrait tenir la baraque peut-être un peu plus qu'un Gerben Tyson. Donc ça peut être vraiment la solution intéressante. Il faut montrer à son équipe que on est un coureur qui est important, qu'on est capable d'aller trouver des résultats sur les très bonnes courses. C'est ce qu'il a réalisé. Donc ça c'est intéressant. Et puis voilà, il n'arrivait pas forcément en confiance avec ce Dauphiné. Il arrive à sortir un top 3 derrière deux coureurs qui sont quand même vraiment bien en ce moment sur cette année 2024. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et puis je termine avec Sam Bennett, bien entendu, le coureur de la Decathlon AG2R. Il y aura peut-être des regrets avec Sam Bennett, c'est sur cette fin de journée. Du côté de Decathlon AG2R, on prend le manche un petit peu trop tôt du côté de l'Irlandais. Ce qui fait qu'on se retrouve être devant très vite. Et ça, c'était pas forcément l'idéal. Mais on voit l'équipe a fait un énorme boulot autour de Sam Bennett. Ça montre donc qu'il est dans une situation de leader et malgré le fait qu'il n'était pas avec un train idéal dans le dernier kilomètre, il arrive quand même à jouer des coudes et à prendre la deuxième place derrière Mats Pedersen. Et je pense que le Sam Bennett de début de saison ou le Sam Bennett de la Bora l'année dernière n'aurait pas été en capacité de le faire. Ce qui montre que même dans une situation qui était mal embarquée, il a réussi à s'en sortir. Tout simplement pour quelle raison? Car il est en pleine confiance. Les 4 jours de Dunkerque, ça lui a fait le plus grand bien. Hein, je disais au début des 4 jours de Dunkerque que soit ça vous met dans une situation positive, soit ensuite vous broyez du noir pendant très longtemps. Eh bien lui, il a réussi à se mettre dans une situation positive, contrairement à Arnaud Démare. Et ce qui fait qu'il a obtenu un excellent résultat pour le coureur irlandais avec cette deuxième place sur les courses World Tour, parce que on aurait pu se dire également du côté de Sam Bennett, il a réussi à s'en sortir sur une épreuve comme les 4 jours de Dunkerque, mais c'est pas une épreuve World Tour. Alors même s'il y avait quand même pas mal de bons coureurs du côté du sprint, c'était pas des adversaires à la hauteur d'un Mats Pedersen. Et on aura pu se dire, ça aurait peut-être pu être compliqué pour le coureur de la Decathlon AG2R. Eh bien que Nini, il a réussi à s'en sortir et à s'en sortir vraiment convenablement sur cette journée. On passe tout de suite au bonnet d'âne.
Du côté des bonnets d'âne du jour, 3 bonnets d'âne. Je commence avec Milan Menton. Ça va toujours pas fort hein, pour Milan Menton depuis le début de saison. Où est passé le Milan Menton de l'année dernière avant la Vuelta? J'ai envie de dire, depuis la Vuelta 2023, on a perdu Milan Menton. Voilà. Il a complètement disparu. Il avait fait une saison 2023 qui était intéressante. Bon, moi, j'avais juste été déçu par sa Vuelta. Mais sinon, sur le reste de l'année, je l'avais trouvé très intéressant. Là, en 2024, il est assez transparent. Sur les boucles de la Mayenne, que je n'ai pas suivi, il prend une 5e place, mais ce qui n'est pas exceptionnel non plus. 4 jours de Dunkerque, il est 5e au Touquet. 6e à Pont-à-Marc. Mais sur les grosses épreuves, il a du mal, je trouve, à obtenir des grands résultats. Surtout, il lui manque une victoire en ce début de saison. Milan Menton, il a seulement 19e du sprint, alors que la Lotto aurait pu avoir envie d'obtenir un résultat. Alors, c'est vrai qu'il faut le dire que sur cette course, la Lotto vise également un petit peu les résultats en montagne, notamment... en montagne, sur des arrivées un petit peu en boss, notamment avec Andreas Kron, je vais y arriver avec ses Sepulveda où ils peuvent peut-être obtenir des résultats. Mais c'est vrai que je me dis, il y avait quand même de quoi faire pour Milan Mertens. Vous avez Pashken, Logan Curry dans cette course. Et là, c'était vraiment pas exceptionnel de la part de Milan Menton. Un sprint raté, voilà, pour le coureur belge, parce que je veux bien qu'on me dise, oui, vous n'avez pas le bon train, bon, mais il finit 19e, quoi. Devant lui, c'est Tobias Hugginson, c'est du Derek Guy, donc c'est pas des mecs qui jouent le sprint. Donc c'est-à-dire qu'il a un petit peu souffert quand même hein, sur cette épreuve. Derek Guy qui fait quand même un début de saison assez calme hein, pour le moment, le coureur canadien qui avait, il faut bien le dire, fait un énorme Giro l'année dernière, et qui avait ensuite été présent sur pas mal de courses hein, quand même, après son Giro. Voilà, il avait été sur la Bruxelles Cycling Classic notamment. Là, c'est un petit peu plus compliqué pour Derek Guy qui a un contrat très longue durée. Hein. Un coureur qui est sous contrat jusqu'en 2028, le Canadien. Donc on verra ce que ça donnera sur le Tour de France. Du côté de Milan Menton, oui. Pour l'instant, des résultats pas exceptionnels. Ouais. Il est bien inférieur, je trouve, au niveau de l'an dernier. Je trouve, voilà. Pour le coureur belge. Qui avait même eu du mal hein, sur le Tour de Romandie. Hein. Il n'avait pas eu des gros résultats. Pro Wright, le coureur d'Alpecin, l'Australien, pardon, Jensen Pro Wright, qui est dans l'équipe Alpecin, qui était passé par la Conti et Groupama FDJ notamment. Là, il s'est fait complètement manger. Mais vraiment complètement manger Jensen Pro Wright. Il se fait balader à droite, à gauche, de nouveau à droite, de nouveau à gauche. C'est dommage parce que c'est pas forcément un coureur qui jusqu'à maintenant a eu vraiment sa chance. Ça, c'est un coureur qui est plutôt dans un rôle d'équipier, dans un rôle parfois de lanceur. Mais là, il a quand même pas mal souffert sur cette épreuve. Ça a été ouais. Putain, vraiment, il a vu du paysage quoi dans le train des sprinters. Il a eu beaucoup de mal à s'en sortir, mais c'est un coureur qui jusqu'à maintenant a remporté pourtant la Youngster Coast Challenge. Donc ça, c'était avec l'équipe continentale Groupama FDJ devant Paul Penwet et Davide Persico sur cette épreuve-là. Donc on aurait pu se dire c'est un coureur qui va avoir un gros niveau parce que c'est une course qui est importante, la Youngster Coast Challenge. Et puis vainqueur également d'une étape du Flanders Tomorrow Tour. Une étape également du triptyque des Monts et Châteaux, 7e et 8e de 2 étapes du Tour de l'Avenir. Aussi 4e d'une étape de la course de la paix. Il avait été bon également sur le Tour de Bretagne où il avait pris la 2e place à La Chapelle Boué
pardon, Bouexic. Donc c'est quand même un coureur voilà, qui a déjà obtenu des résultats, mais chez les pros, pour le moment, enfin dans les catégories élites, eh bien, il n'arrive pas à s'en sortir aussi bien. Donc ça c'est un petit peu triste hein, pour l'Australien, parce que bah, il y a un moment on va demander des résultats, et là c'est un petit peu trop léger voilà, sur cette première année et demie du côté du World Tour. Donc ça serait bien de commencer à obtenir les résultats, mais là vraiment au niveau du... Il s'est fait balader, hein. À gauche, à droite, il s'est vraiment fait balader. Beau gabarit, hein, Pearl White. Pour un mec qui se fait balader, c'est même assez surprenant, parce qu'à 1m77, 78 kg, c'est à peu près le même profil que Caden Groves. C'est pas des poids légers, malgré le fait que ce ne sont pas des grands coureurs par la taille, ce ne sont pas des poids légers, donc forcément, c'est des coureurs qui sont normalement assez larges d'épaules. On pourra noter également le petit Vergalito. Ah, ça, c'est le problème des coureurs qui viennent de la Swift Academy, c'est que la Swift Academy, c'est pas du vélo classique. Ça veut dire que tu n'as pas de problème de chute, tu n'as pas de problème d'aléa technique, on va dire, sur ce type de course. Tu n'as pas de crevaison, tu n'as pas de problème. La manière dont il est remonté sur le vélo, il a clipsé la pédale avant de lancer son vélo. Normalement, on fait 2-3 tours de pédale et on clipse, et voilà, on se met sur la selle en premier avant de clipser sa pédale, quoi. Et là, il a clipsé sa pédale tout de suite avant d'être le cul sur la selle. C'est-à-dire, il a mis son pied, bam, il a clipsé la pédale. Donc, bah, il a failli se péter la gueule comme une grosse merde, hein, Vergalito. Et ça, voilà, encore une fois, c'est le gros problème des coureurs comme Jevine, hein, qui viennent de la Swift Academy. Parce que bah, la technique sur le vélo n'est pas exceptionnelle. On a déjà ce problème-là avec certaines cyclistes féminines qui viennent du duathlon, qui viennent du triathlon, qui ont parfois du mal dans un peloton massif. Et bien voilà, quand on n'a pas fait forcément ces classes chez les jeunes dans les écoles de vélo, eh bien ça vous apprend ce genre de choses, les écoles de vélo, à bien se comporter dans un peloton, à maîtriser la technique sur un vélo. Et c'est là où on voit que bah, le petit Luca Vergalito, il lui manque ça. Enfin, le petit, il fait quand même 1m90, hein, donc il est quand même largement plus grand que moi. Mais Vergalito, oui, il a eu du mal. Coureur qui a fini 12e hein, du Tour de Norvège cette année. C'était sa dernière course. 17e du Tour de Nander. Également, coureur qui est en fin de contrat avec Alpecin. Je rappelle le principe hein, de la Swift Academy, c'est d'avoir un contrat quand vous la gagnez avec Alpecin et Phoenix chez les filles. Voilà, hein, il y a les deux sponsors qui sont liés à la Swift Academy. Puis je termine avec un coureur, c'est Alex Edmondson. Alors vous allez me dire, mais pourquoi j'ai décidé de parler d'Alex Edmondson? Bien, abandon. Alors déjà, quand vous abandonnez dès le premier jour d'une course par étape, c'est pas excellent. Et après, j'ai décidé de regarder sa saison à Alex Edmondson. Seulement 13 jours de course en 2024, ce qui est très peu. Il a fini l'UAE Tour 92e, hein, donc il avait un rôle d'équipier. 17e du contre-la-montre, ce qui était pas mal même du côté de Alex Edmondson. 55e du Grand Prix Criquet-Lyon. 118e de Milan-Turin. Il a abandonné au Grand Prix Jean-Pierre Montserrat. Il a abandonné à Milan-San Remo. Il a abandonné à l'E3 Saxo Classique. C'était le 22 mars. Et il avait quasiment pas couru depuis 2 mois et demi. Le petit Edmondson, pour abandonner tout de suite dès son jour de reprise, eh bien ça c'est pas exceptionnel pour un coureur de la DSM, c'est quasiment une année blanche pour le moment, alors que la saison 2023, il y avait eu quelques résultats sur son année 2023, 4e au général du ZLM Tour notamment, ça c'était pas mal, 6e du chrono de l'UAE Tour également, 12e sur l'étape du Skyview of Arat Ouverid, ça c'était sur le Saudi Tour. Donc voilà, il y avait eu quelques résultats pour un coureur qui est quand même plus souvent équipier. 3e du contre-la-montre également du Tour de Belgique. Mais là, ça ne va pas du tout pour Edmondson depuis le début de saison. Heureusement pour lui, c'est que son contrat se renouvelle l'année prochaine. Hein. Il a un contrat jusqu'en 2025. Mais c'est sûr que ça, c'est pas l'idéal du tout pour un coureur quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Comme encore plus dans un coureur comme Alex Edmondson, qui n'est pas forcément un coureur à avoir un gros palmarès, comme Julien Lafilippe, voilà, c'est pas un coureur qui a ce palmarès-là, donc c'est toujours compliqué dans ce genre de situation
ça peut vraiment vous mettre en difficulté pour la suite de votre carrière, surtout qu'il a 30 ans. Donc il est à un âge où on a parfois des petites peurs sur certains coureurs. Et ce genre de saison comme ça blanche à 30 ans, 31, 32 ans, ça peut vraiment vous casser complètement votre carrière chez les professionnels. Donc j'espère que ça ne sera pas le cas pour Alex Edmondson. Eh bien, on a fait le tour de cette première étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao, ciao!